Please be seated. Veuillez-vous asseoir. Madam Prosecutor, do you have those numbers? Président, Madame la procureure, vous avez les cotes? Madame Vautbrand, les ERN des vidéos qui ont été diffusées au cours de la déclaration liminaire sont les suivantes. Pour le transcript, le reportage France 24, il s'agit de car OTP 2092 09 96. Pour le suivant, Al Jazeera, il s'agit de car OTP 2107 1169. Puis la vidéo sur les victimes, il s'agit de car OTP 2108 06 81. Et pour Boda, il s'agit de car OTP 2066 53 12. Le président, je vous remercie. Avant de passer à la déclaration de la défense, la Chambre souhaite préciser que pour ce qui est de la déclaration liminaire des représentants légaux des victimes, l'accusation dans le document de confirmation des charges n'a pas cité de viol dont serait accusé Monsieur Mokom. Ceci, c'est pour préciser cela à l'intention de notre public. Il n'y a pas de chef accusation de ce genre-là. Alors, nous nous tournons vers la défense et nous allons entendre. Il y a une déclaration hors serment de Monsieur Mokom. Maître La Rochelle, merci, Monsieur le Président. Je souhaitais simplement préciser tout cela. Maintenant, Monsieur Mokom pourra prendre la parole. Le Président, Monsieur Mokom, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui, ainsi que pour le travail que vous avez fait pour mener à bien cette procédure jusqu'à présent. Je voudrais également saluer tous mes frères centrafricains, tous mes frères et sœurs centrafricains, centrafricaines. Comme vous avez vu sur les panneaux publicitaires partout dans le pays que le 22 août 2023, vous devez rester branchés sur les radios locales ainsi que la télévision pour écouter la vérité de la crise centrafricaine de 2013 à 2014. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, Groupe d'autodéfense Les Patriotes Anti-Balaka a été créé suite à une violation massive du droit international en République centrafricaine, comme ce qui s'est passé récemment en Ukraine. Il s'en est suivi les douloureux événements que tout le monde connaît et d'ailleurs relayés à bon escient par les sites d'information et les médias internationaux. Ceci a contribué à établir au grand jour notre impuissance à défendre notre propre territoire, notre incapacité à protéger nos propres enfants, à sauver l'honneur de nos propres épouses, nos mères et nos sœurs violées sous nos yeux, et à préserver nos propres parents de l'humiliation. Les morts ne se comptaient plus. Les viols, les braquages, les incendies des villages entiers, les pillages continuaient malheureusement à gagner le pays. Aucune ville, aucun quartier, aucun village n'est épargné par les exactions commises par la Séléka. Nous avons perdu notre dignité. Nous avons perdu notre fierté. Nous avons perdu notre honneur. Nous avons perdu notre souveraineté face à cette occupation et agression
armée. Les leaders politiques se sont tus. Les forces de défense et de sécurité ont disparu. Les militaires rasaient les murs. L'administration était saccagée. Les droits de l'homme bafouillés. L'insécurité généralisée. Un vide juridique et institutionnel s'est installé. Bref, un état de non-droit, un état de jungle. Le peuple centrafricain a été, en cette période précise, abandonné à son propre sort. Il lui fallait organiser sa propre résistance par des actions d'autodéfense afin d'assurer sa survie face aux horreurs perpétrées par la Séléka. L'état de nécessité dans lequel était plongée la population centrafricaine exigeait de sa part le recours à des actes de légitime de défense, de protection personnelle et collective. D'où l'émergence de cette révolution populaire dénommée Anti-Balaka. Pourquoi pas les Centrafricains pourraient-ils prendre les armes pour faire face à l'agression, comme la France l'a par exemple fait face à l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale? Pourquoi pas les Centrafricains? Pendant tout ce temps, je n'étais pas au pays. J'étais réfugié à Zongo, en République démocratique du Congo. Et je suis revenu le 15 février 2014 au pays pour rejoindre le mouvement d'autodéfense anti-Balaka. J'ai consacré mon retour à la recherche de la paix et non au fait de faire la guerre. Les anti-Balaka ont été diabolisés par certaines à cause de leurs calculs politiques et pour l'intérêt de leurs amis. Les faits ont été falsifiés, politisés le 24 mars 2013, un dimanche. Un groupe de mercenaires appelé Coalition Rebelle Séléka, une consultation des mercenaires tchadiens, soudanais, nigériens, a envahi la RCA en occupant 73 sous-préfectures, 4 PCA, ainsi les 16 préfectures. Ils ont renversé le régime du président Bozizé. Du 24 mars à septembre 2013, il y a eu plus de 3000 morts et certains parents n'ont pu retrouver le corps de leurs proches. Plus de 200 000 personnes se sont réfugiées dans le pays voisin. 1,5 million ont été déplacés internes. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont commencé à sortir les malades des hôpitaux et à les fusiller. Exemple, en avril 2013, à l'hôpital de l'Amitié, ils ont exécuté publiquement des malades de cet hôpital. À cette occasion, ils ont tué le comptable de l'ENERCA qui s'appelait 52 Veste. Ils ont commencé à lancer des obus sur les églises, à l'exemple de l'église luthérienne de Cité Jean 23, qui a reçu des tonnes des obus un dimanche en plein culte, au vu et au su de tout le monde. Ils ont brûlé des églises, assassiné les prêtres et les pasteurs. Il y a un village de 1700 âmes aux alentours de la route de Mbri qui a disparu de la carte. Le village s'appelait Zaïre. Tous les bâtiments administratifs ont été détruits. Tous les commissariats de province ont été occupés par des mercenaires de la Séléka. Face à tous ces agrégats, des filles et fils ont décidé de se lever comme un seul homme pour lancer le mouvement d'autodéfense anti-Balaka en septembre 2013. Certaines sont mortes et certaines sont vivantes.
ce n'est pas la petite personne de Mokom qui est à l'origine. Ils ont des fétiches, des pratiques traditionnelles. Ils ont commencé à rendre les gens invulnérables aux cartouches et aux roquettes. Grâce aux pratiques traditionnelles, c'est comme ça que les gens ont adhéré au mouvement et devenaient plus nombreux. Ils se sont transférés à Gobert, un endroit montagneux et difficile d'accès, en hauteur, d'où on peut voir les choses. On me reproche aujourd'hui des soi-disant crimes commis à Bangui et à Bossangwa en allant du 5 décembre 2013 à la fin du mois d'avril 2014, qui engageant directement ma responsabilité et qui auraient été commises dans le cadre d'un soi-disant plan pour reprendre le pouvoir. Je nie formellement avoir participé à un plan qui impliquerait la commission des crimes comme me reproche. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, je vous suis très reconnaissant de m'avoir donné l'occasion de partager cette information avec vous. Je suis convaincu que vous évaluerez équitablement les accusations dans ce procès. Et je vous remercie pour votre travail et votre diligence. Et je remercie également mon équipe de défense pour son soutien et pour tout le travail effectué. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Le Président, je vous remercie, Monsieur Mokom. Maître La Rochelle, vous avez maintenant la parole. Vous avez à peu près 9 minutes qui vous restent. J'essaie une phrase en sango, puisque je sais que nous sommes écoutés dans les rues de Bangui. Et je vais dire Mbi Barala Kwe, donc mes salutations. Je vous salue. Et mes remerciements également. D'abord à M. Mokom pour sa confiance, également à toute mon équipe pour son travail acharné au cours des derniers mois, et à la Cour et à son personnel pour leur travail également, pour mener à bien cette audience aujourd'hui. On a un procès aujourd'hui qui se tient dans le cadre de la situation de la Centrafrique 2. 9 ans d'enquête, messieurs et madame les juges, 9 ans d'enquête sur les violences en Centrafrique depuis 2012. Qu'est-ce que le procureur a remonté dans ses filets après 9 ans d'enquête? Saïd, un gardien de prison de la Séléka. Yekatom Ngaï Sona, pour les Anti-Balaka, en prison aujourd'hui et en train de subir un procès. Et la petite personne de Maxime Mokom, pour qui vous allez devoir décider, au terme de cette audience, si vous le citez à procès lui aussi. C'est très peu, il me semble, lorsqu'on regarde et qu'on voit des images comme celles que le procureur vous a projetées ce matin, compte tenu de l'intensité et l'étendue de la violence qui a caractérisé le pays à la période qui nous intéresse. Où sont les cerveaux du plan derrière l'invasion de la Séléka? Ils en avaient, eux, des vraies armes, des uniformes militaires, des autos et des crimes qu'on peut relier effectivement à des gens et à des officiers, et même à des dirigeants politiques. Drôle de justice aussi, après toutes ces années pour les anti-Balaka. Pourquoi Angelo, cet anti-Balaka notoire, est en prison aujourd'hui, alors qu'un autre anti-Balaka notoire, tout aussi notoire, Thierry Lébéné, dirige une milice pour le compte du président Touadéra. Deux anti-Balaka notoires qui ont marché jusqu'à Bangui, qui ont suivi le même parcours, que vous retrouvez des milliers de fois dans la preuve du procureur, et qui ont subi un sort aussi différent. Pourquoi Yekatom est en prison et que le capitaine Kamezolai, que Sébastien Winezui, que Léopold Barra, ces gens
qui parlaient au nom des anti-Balaka après qu'ils aient repris Bangui, fièrement, qui les remerciaient d'avoir sauvé le pays, sont toujours en liberté. Pourquoi Ngaïsona est en prison et Kokaté est témoin du procureur contre lui? Les deux étaient impliqués aussi dans la mise en place de ces coordinations qui ont tenté de s'occuper des anti-Balaka après la chute de Bangui le 5 décembre 2013. Pourquoi Mokom est ici devant vous et que Ndomaté, Winezui ont été ministres, ont occupé des postes importants auprès de la transition, auprès des gouvernements qui ont suivi, alors qu'ils étaient au cœur des événements en décembre 2013. Que font aujourd'hui Bara, Ngaya, Demafout, ces personnes qui se sont précipitées à Bangui pour profiter de la chute de la Séléka? Bara, la preuve le dit, Bara ne représentait pas les Balaka. C'est lui qui est allé à N'Djamena négocier la chute de Tchotodia. Envoyé là-bas par Demafout, qui était un ministre même de Tchotodia. Pourquoi Mokom est là? Qui l'accuse? On ne peut pas le dire. C'est un mystère. Un secret un peu, un secret de Polichinelle. Mais un secret. On a quand même une idée. Parce que Demafout, il a témoigné publiquement. Kokaté, il a témoigné publiquement. Donc, ces gens qui ont profité du mouvement des anti-Balaka, qui ne tarissaient pas d'éloges à son égard en décembre 2013, aujourd'hui, pour des raisons d'opportunisme, pour des raisons qui leur appartiennent, se présentent devant les juges de cette cour et, comme le dit mon client, diabolisent le mouvement des anti-Balaka. Ce sont ces gens qu'on a entendus, de nombreux autres qu'on n'a pas entendus, mais que vous connaissez, que nous connaissons, qui permettent aujourd'hui au procureur de se lever dans cette cour et d'affirmer sans rougir que ces anti-Balaka qui ont marché, pour certains, nu-pieds de leur village jusqu'à Bangui, qui sont arrivés là sans nourriture, armés de leurs gris-gris et de leurs bouts de ficelle, constituaient un plan criminel. Demain, au cours des 3 heures qui me sont allouées, j'entends vous démontrer que ce projet criminel n'existe en réalité que dans la tête du procureur. Et vous pourrez voir, il a tenté vainement de l'insuffler dans la tête de ses témoins. Heureusement, je vais vous le montrer, certains savent résister aux suggestions qui leur sont faites. Vous verrez, il y a la preuve exculpatoire. Je vous montrerai qu'un examen réaliste et objectif de la preuve qui est devant vous ne permet absolument pas de supporter une quelconque accusation contre mon client. Je vous remercie. Thank you very much. Le président, je vous remercie, maître. Nous en avons terminé avec ces déclarations d'ouverture. Nous allons maintenant entendre toutes les observations sur le fond. Nous allons commencer par l'accusation. Vous avez la parole. Je vous remercie. Thank you, Your Honor. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous avons besoin également d'avoir accès au canal numéro 2.
All right, we're experiencing a technical issue. Le président, il y a quelques problèmes techniques avec le système. Nous allons faire une pause et nous allons reprendre dans 10 minutes. Je vous remercie. All right, we would have. All right, we would have. Please be seated. We have as well. Thank you very much for waiting. Le juge président, merci beaucoup d'avoir attendu. Monsieur l'accusation, la parole est à vous et le décompte commence dès maintenant. Thank you very much, Your Honor. La procureure, merci beaucoup, Madame, Messieurs les juges. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, je vais maintenant présenter les éléments de l'accusation contre Monsieur Mocom dans les 120 minutes qui suivent. Vous avez reçu nos éléments par écrit et je mettrai l'accent simplement sur les aspects clés de nos éléments de preuve aujourd'hui. L'accusation va démontrer qu'il y a donc des motifs sérieux de croire que, et substantiel de croire que M. Mocom était important dans les crimes qui lui sont reprochés, que de ce fait, il devrait être traduit en justice. Ma présentation mettra l'accent sur les éléments de preuve soutenant les charges de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et ensuite, je me concentrerai sur la responsabilité pénale individuelle de M. Mocom. Comme vous l'avez entendu un peu plus tôt aujourd'hui dans la bouche du procureur adjoint dans ses propos liminaires, l'attaque du 5 décembre 2013 à Bangui et Bosangoa ne s'est pas faite dans le vide. Et cela a suivi un schéma de crime contre les civils musulmans qui ont fait l'objet de rapports par les médias nationaux et internationaux et qui ont soulevé quelques préoccupations au sein de la communauté internationale. Un schéma qui a démarré en septembre 2013 et qui s'est poursuivi pendant des mois après l'attaque dont je vais maintenant parler plus en détail. Je commencerai par les crimes reprochés concernant Bangui. Au début, à l'aube du 5 décembre 2013, aux alentours, à peu près 1500 éléments anti-Balaka ont
préparer une attaque armée coordonnée contre Bangui. Et ces éléments étaient organisés en plusieurs groupes et étaient conduits par les personnes suivantes, entre autres Yvon Konaté, Rodrigue Ngaïbona, Thierry Le Béné, Alfred Rombot Yakatom et Charles Ngrémangou. Yekatom et Ngrémangou s'étaient basés à Boeing avec Sylvestre Yagouzou, qui par la suite deviendra l'adjoint de M. Mokom. Le Béné, Konaté et Ngaïbona, avec leurs éléments, étaient venus de différentes directions des semaines précédentes pour rallier les forces à la périphérie de Bangui. L'un de ceux qui les a encouragés à attaquer la ville et était impliqué dans la coordination de leurs efforts était Maxime Mokom. Monsieur Mokom, il est reproché à Monsieur Mokom d'avoir aidé et été le complice ainsi que d'avoir contribué au crime de ces groupes anti-Balaka à Bangui le 5 décembre et dans les mois qui ont suivi jusqu'à au moins la fin d'avril 2014. Des témoins tels que P1521, P2269 et P0446 et P0884 ont décrit la façon dont l'attaque s'est déroulée en détail et, Madame, Messieurs les juges, vous avez leur récit sur la liste des éléments de preuve. Les groupes anti-Balaka ont ciblé les Séléka à Bangui, au camp Kassai, camp de Roux, camp des sapeurs-pompiers, l'Assemblée nationale et au Centre protestant pour la jeunesse. P0889 et P2232 ont indiqué que M. Mokom avait contribué à cette coordination de l'attaque en poussant les éléments à sortir de la brousse et aller vers Bangui. Il a également été impliqué dans l'élaboration d'une stratégie pour l'attaque, et j'y reviendrai par la suite. Cette attaque au départ ne donnait pas de bons résultats, et les groupes anti-Balaka se sont retirés autour de Bangui et ensuite se sont regroupés pour poursuivre l'attaque dans les semaines suivantes jusqu'à avoir réussi à obtenir la démission de Jotodia et à avoir pris Bangui. Une fois que le régime Séléka avait été éliminé, certains des anciens dirigeants de l'attaque sont devenus des comzones, ce qui veut dire des commandants de la zone. Et la coordination nationale a ainsi été formalisée. M. Mokom a été désigné coordonnateur des opérations, ce qui se reflète dans la documentation que vous verrez aujourd'hui. Les éléments de preuve de l'accusation établissent des motifs substantiels de croire que les crimes reprochés ont été commis à Bangui par des éléments anti-Balaka au cours de l'attaque du 5 décembre et des attaques suivantes et leurs conséquences jusqu'à au moins avril 2014. En suivant le schéma de conduite et le modus operandi que nous avons vu dans les propos liminaires de l'accusation, les anti-Balaka se sont tournés contre les civils musulmans. Je vais tout d'abord me pencher sur les chefs d'accusation 2 et 3 des attaques contre les bâtiments consacrés à la religion. Tout d'abord, les anti-Balaka qui sont descendus sur Bangui ont ciblé des bâtiments religieux appartenant à la communauté musulmane, y compris des mosquées et des groupes de prière. Pour les charges 2 et 3, l'accusation se base sur les conclusions de la commission d'enquête, les déclarations de témoins ainsi que des images de la destruction. Les éléments de preuve montrent que les anti-Balaka ont intentionnellement détruit plusieurs mosquées dans cette période de temps. Madame, Messieurs les juges, pour aborder ce point, je voudrais demander à ce que nous passions à huis clos partiel parce que j'aimerais aborder ce qu'un témoin a dit, ce qui pourrait l'identifier. Le greffier d'audience, le juge président, monsieur le greffier d'audience.
Le greffier d'audience, nous sommes à nouveau en audience publique, Monsieur le Président. Le juge président, veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Le procureur, merci. Madame, Monsieur les juges, l'imagerie satellite montre par exemple la destruction de la mosquée de Boeing. La grande carte que vous avez à l'écran indique l'emplacement de la mosquée à Bangui et les carrés contiennent des photos de près des mosquées prises à différents moments. Et dans ces photos, nous pouvons voir que la mosquée, qui est le bâtiment le plus grand, entouré d'un cercle jaune, a été attaquée le 27 novembre, mais que sa toiture n'était plus là le 8 décembre 2013. Les photos montrent également que non seulement la mosquée, mais également d'autres bâtiments adjacents ont été détruits. P2125 a vu les anti-Balaka détruire cette mosquée. Il se souvient qu'ils ont même uriné sur le Coran sacré, pillé le bâtiment en enlevant les tapis, la toiture, les portes et même les murs. Le témoin a également entendu les anti-Balaka dire qu'ils ne voulaient pas voir, ils ne voulaient plus voir là des musulmans. Le témoin P1339 se rappelle que l'un des dirigeants anti-Balaka qui a participé à l'attaque du 5 décembre sur Bangui a ordonné la destruction de maisons et de mosquées des musulmans, y compris cette mosquée. Sur la base du rapport final de la commission des enquêtes, 43 mosquées au moins ont été totalement détruites suite à l'attaque. La commission d'enquête s'est rendue dans les mosquées de Fou, Boira, Miskin, Malimaka, Ngaragba et a pu confirmer qu'il n'en restait plus rien. Les seules mosquées encore intactes étaient les quelques mosquées qui se trouvaient près de PK5. Aucune des mosquées détruites ou endommagées ne constituait un objectif militaire légitime, pas plus que leur destruction n'était justifiée par une nécessité militaire. Concernant les charges 3 et 4, la destruction de biens privés et le pillage des maisons et des magasins, Madame, Messieurs les juges, pendant l'attaque et suite à cette attaque, les anti-Balaka ont intentionnellement également détruit des maisons, notamment dans des quartiers musulmans de Bangui, comme Fou, Miskin, Combattant, Kina, Sarah, PK5, Kokoro, Bouka, PK12 et PK13. In a report of which your honors can see an excerpt on the screens right now, UNOSAT assessed that 325 structures in the 3rd arrondissement. Dans le rapport que vous avez sous les yeux, UNOSAT a évalué que 325 structures dans le 3e arrondissement, incluant PK5 et Kokoro, ont été détruites. Entre le 22 février 2014 et le 6 juin 2014, 495 de plus avaient été détruites dans le 3e arrondissement. Là encore, d'après le rapport de la commission d'enquête, plus de 1300 bâtiments avaient été détruits, la plupart étant situés dans le 3e, le 5e et le 8e arrondissement de Bangui, où vivaient la majorité des musulmans de la ville. Comme pour les mosquées, les maisons des musulmans n'ont pas été détruites par hasard. P1339 et d'autres se rappellent que l'ordre leur avait été donné de détruire les maisons. En guise d'exemple, Madame, Messieurs les juges, le témoin P0434 se rappelle du pillage et de la destruction de ses biens par les anti-Balaka le 22 janvier 2014. Dans une vidéo que le témoin nous a remise, nous pouvons voir l'étendue des dégâts. Comme il n'y a pas de son dans cette vidéo et que c'est un extrait simplement, elle peut être vue par tous et en public, par le public. P0434 s'est retrouvé sans ses biens, comme beaucoup d'autres
autres musulmans de Bangui et s'est enfui au Cameroun au début de l'année 2014. Pour les chefs 2 à 4, il y a des éléments de preuve montrant que les civils à Bangui ont également participé à certaines de ces destructions. Et bien que toutes les destructions n'ont pas été commises par les anti-Balaka seuls, des éléments de preuve documentaires et des éléments de témoignage corroborent que les anti-Balaka ont joué un rôle essentiel. Ils avaient pris le contrôle de Bangui au plus tard après la démission de Jotodia. Concernant les chefs d'accusation 5 et 6, vous avez juste vu la destruction des biens de P0434, mais la souffrance de sa famille ne s'est pas arrêtée là. Après avoir détruit, après que ses propriétés, ses biens aient été détruits, lui-même et sa famille ont cherché refuge et se sont enfuis au Cameroun en février 2014. Sa famille élargie s'est abritée dans la mosquée de Pékès 5, car à l'époque, c'était l'endroit le plus sûr pour les musulmans. La famille élargie du témoin a ensuite été escortée de PK5 à l'aéroport de Bangui, d'où, comme beaucoup d'autres, l'Organisation internationale pour l'immigration les a évacués. De même, le témoin P1452 a expliqué que, alors que les anti-Balaka continuaient à attaquer PK5, il avait également dû faire évacuer sa femme et ses enfants au Tchad, et ceci, c'était en janvier 2014. Par la suite, lui-même a également dû quitter la RCA lorsque ses activités ont été détruites par les anti-Balaka. Comme P1452, P1676 a décrit sa décision de quitter PK5 avec sa famille, craignant la violence anti-musulmane à l'époque. L'accusation s'est entretenue avec plusieurs témoins qui ont décrit qu'à partir du 5 décembre 2013 et par la suite, les actions des anti-Balaka dirigées contre les civils ont laissé des milliers de civils musulmans sans autre choix que celui de quitter leur maison et de fuir vers d'autres régions de la RCA ou vers des pays voisins comme le Cameroun ou le Tchad. Le témoin P2328, qui avait une bonne vue de la situation à l'époque, et je le cite en français. Entre janvier et mars 2014, toute la population musulmane de Bangui avait pris peur. Les musulmans avaient donc décidé de quitter la ville, surtout face au harcèlement des anti-Balaka. End of quote. Fin de citation. Et, Madame, Messieurs les juges, les éléments anti-Balaka à Bangui mentionnaient clairement leurs intentions. Ils ont dit, par exemple, à Human Rights Watch qu'ils tueraient les musulmans qui étaient encore dans le voisinage de PK12, PK13, Miskin et PK5. Et je fais la référence à CAR OTP 2001-2237. Dans cette vidéo que j'aimerais vous passer maintenant, vous pouvez voir des centaines de musulmans qui étaient à l'aéroport de Bangui en espérant être évacués vers le Tchad, transformant ainsi l'aéroport en camp de réfugiés. Cette vidéo est en anglais. Des centaines de musulmans sont là, cherchant un abri dans ce qui reste de cette force aérienne. L'imam m'a dit que tout a été détruit et tué par les anti-Balaka, de la milice chrétienne des anti-Balaka. Ses parents avaient été assassinés, ses biens pillés. Des dizaines de milliers de plus se sont enfuis dans des convois routiers. P2698 a décrit comment, aux alentours du 20 décembre 2013, la majorité des musulmans de PK5 s'étaient enfuis dans un certain nombre de véhicules, de gros véhicules qui étaient arrivés du Tchad et avaient été envoyés au Cameroun ou au Tchad. Sur votre écran, Monsieur le Président, vous pouvez voir des photos des
musulmans qui avaient cherché un abri à la mosquée de PK5 et un convoi qui quittait les lieux le 4 janvier 2014 partant de PK5. Sur la diapositive suivante, des images de civils musulmans devant fuir Bangui le 1er avril et qui se sont fait capturer. P1577 raconte qu'à la fin du mois de janvier 2014, il a rencontré la seule famille musulmane qui était restée dans une zone autour de PK13, PK14. Cette famille a dû être accompagnée par les forces françaises et emmenée dans une enclave pour les sauver des anti-Balaka qui avaient menacé de les tuer. Il a également, ce témoin, vu les évacuations en convoi et il a dit que les musulmans n'avaient pas d'autre choix que de partir. Les rapports d'organisations comme la commission d'enquête et Médecins sans frontières, par exemple, indiquent qu'environ 99% de la population musulmane de la ville a dû fuir en mars 2014 et que 80% de l'ensemble de la population musulmane du pays s'était enfui au Cameroun ou au Tchad pendant cette période. Bangui avait été vidé de sa population musulmane, au moins et ou en grande partie en raison des actions des anti-Balaka. Concernant le chef d'accusation 7, ces civils se sont enfuis en raison des attaques anti-Balaka contre eux, mais n'ont pas pu atteindre le Cameroun ou le Tchad et s'étaient retrouvés pris au piège dans PK5 autour de la mosquée centrale. Ils étaient donc privés de leur liberté. Ceci est confirmé par les témoins P1339 et P2328, par exemple. Les civils musulmans, de manière plus spécifique, étaient incapables de quitter cette zone en raison de menaces constantes de violence de la part des anti-Balaka s'ils essayaient de le faire et de fuir. Le P1339, par exemple, a indiqué qu'après l'attaque du 5 décembre, des musulmans de Boeing se sont tous enfuis vers PK5 dans la mosquée, pour aller vers la mosquée centrale. Un autre témoin a décrit comment le 5 décembre, lui et 11 autres membres de sa famille ont quitté en toute hâte leur maison dans un quartier proche de Bangui et donc se sont sauvés pour sauver leur vie, se dirigeant vers PK5. Le témoin P2328 indique qu'après l'attaque du 5 décembre, des musulmans de l'ensemble de Bangui ont dû chercher un abri et refuge autour de la mosquée centrale parce que les anti-Balaka avaient commencé à rechercher la population musulmane. Il a décrit comment les anti-Balaka harcelaient les populations musulmanes de PK5 à l'extérieur de PK5 en utilisant leurs armes pour tirer. Un autre témoin, le P2472, a indiqué que l'enclave était encerclée par les anti-Balaka de façon à ce que les musulmans ne puissent pas partir. Il a également décrit comment des cadavres étaient régulièrement amenés dans la mosquée Ali Babolo et que de nombreux musulmans vivant à PK5 ont vu ces cadavres de personnes qui avaient été tuées de manière brutale. Être encerclé de cette manière et voir ces cadavres agissait comme une menace et confiner la population musulmane dans l'enclave. Là, ils ont dû endurer le fait qu'ils n'avaient pas suffisamment de denrées alimentaires adéquates, d'abris ou de confort sanitaire. Des ONG, des rapports des ONG contemporaines, des informations réunies par des organisations, ainsi que des journalistes et des victimes ont décrit les conditions humanitaires au sein de cette enclave. Et je ferai référence à la déclaration du témoin P1865 qui se trouve à car OTP 0066
car OTP 2066-01-34 au paragraphe 47. La commission d'enquête indique également qu'en raison du siège autour de cette enclave, les musulmans y sont restés, souffrant d'une absence ou d'une insuffisance de denrées alimentaires et de médicaments, et ne pouvaient pas n'avaient pas la possibilité d'enterrer leurs morts dans des cimetières ou de trouver une terre pour enterrer leurs morts. À l'écran, vous pouvez voir un exemple de la façon dont ils vivaient. Et les anti-Balaka, ce faisant, ont ainsi privé des milliers de civils musulmans à Bangui, dans l'enclave PK5, de leur liberté physique, en violation des règles fondamentales du droit international et lors des conséquences et des suites de l'attaque du 5 décembre. Et ceci figure dans le chef d'accusation 7. Ce sont les crimes qui y sont reprochés. Madame, Messieurs les juges, les actes criminels que je viens de décrire ont été commis par des anti-Balaka à Bangui. Ils font également partie des actes de persécution sous-jacents qui sont reprochés dans le chef d'accusation 8. Les anti-Balaka ciblaient la population musulmane parce que du fait de leur croyance religieuse, politique, nationale ou de leur appartenance ethnique, ils étaient perçus comme étant collectivement responsables ou complices ou soutenant les Séléka. Therefore carried out the Les anti-Balaka ont donc accompli les crimes que je viens de décrire avec pour intention d'exercer une discrimination pour de nombreuses raisons interdites. Cette intention de cibler la population musulmane allait de pair avec le désir par les anti-Balaka de retrouver le pouvoir et de se venger. Les deux éléments sont étroitement associés. Le schéma que j'ai décrit montre bien que les victimes ont été ciblées parce qu'ils étaient considérés comme musulmans ou pouvant l'être. Les auteurs ont attaqué les lieux de culte comme les mosquées ou les salles de prière. Le fait que les victimes ont été considérées comme étant politiquement liées ou soutenant les Séléka ont démontré que les victimes étaient ciblées également pour des raisons politiques. Nous allons examiner de plus près les déclarations de témoins informés et les déclarations publiques d'éléments anti-Balaka et des cas d'anti-Balaka haut placés. Mais je voudrais déjà vous renvoyer aux éléments de preuve de P2625 pour les quarts OTP 21-23 et 51-33. Où il explique que tous les musulmans étaient considérés comme étant des Séléka, ainsi que son témoignage devant la chambre où il a montré qu'il y avait là un véritable plan pour liquider les musulmans, ceci en réponse aux violences commises par les Séléka. Et M. Mokom en a parlé lui-même ce matin. De la même façon, les origines ethniques telles que Gula, Ronga, Yulu, Kara, Sara, Peul et Ossa, liées à certaines origines nationales comme le Tchad ou le Soudan, étaient considérées comme soutenant les Séléka et donc étaient ciblées pour des raisons nationales et ou ethniques. Je vous renvoie à KROTP 2088-2034. Il s'agit là d'un discours d'un membre éminent des anti-Balaka à une entrevue du 5 décembre. L'attaque par les anti-Balaka des civils musulmans les a gravement privés de droits fondamentaux, dont le droit à la liberté, à l'intégrité mentale et corporelle, la dignité, la propriété, la liberté religieuse. Mes observations précédentes sur les chefs 2 à 4, 5 à 7 et 8 prennent en compte également la conduite sous-jacente des crimes de guerre, à savoir lancer des attaques contre la population civile. Les civils ne participaient pas aux hostilités, ils ont fait l'objet de cette attaque. En plus de lutter contre les forces Séléka, les anti-Balaka ont également eu pour intention de cibler les civils musulmans de Bangui. Ils n'ont pas arrêté leurs agressions contre ces civils après le retrait des Séléka. Le témoin
P1528 a déclaré qu'il avait appris après l'attaque du 5 décembre que même les chrétiens avaient été avertis et qu'ils avaient placé des feuilles de palmier à l'extérieur de leur maison pour être épargnés par les Anti-Balaka. Je renvoie la Chambre à la déclaration aux témoins, la transcription de la déclaration de ces témoins, car TP 2048 0757 01 à la page 0763, ainsi qu'à OCAR OTP 0000 1031. La plupart des maisons détruites n'étaient pas des maisons des éléments séléka. Que les civils musulmans étaient l'objet de l'attaque, on peut le déduire du comportement criminel et de ses conséquences plutôt. La Chambre entendra les anti-Balatka qui font part de leur intention d'attaquer les civils musulmans à Bangui. Lorsque je parlerai des modes de responsabilité. Passons maintenant à Bossangoa. Monsieur Mokom est accusé d'avoir aidé et apporté son concours et d'avoir aussi contribué aux crimes commis par les groupes anti-Balaka à Bossangoa le 5 décembre et au cours des mois qui ont suivi, au moins jusqu'à la fin d'avril 2014. Bossangoa se trouve au nord de la ville de Bangui, dans la province d'Ouam. En 2003, la population comprenait encore quelques 8000 musulmans. Les éléments de preuve démontrent que les groupes anti-Balaka étaient essentiellement composés de ce que l'on appelle le groupe de Goubéré. Monsieur Mokom en a parlé lui-même ce matin. Ce groupe a attaqué Bossangoa pendant 14 heures le 5 décembre. À peu près 14 heures le 5 décembre. Les témoins démontreront l'attaque était menée par Florent Kema et Ndangba Pisidiwi. Avant l'attaque, il y avait une réunion des groupes anti-Balaka dans une zone géographique située entre Bangui et Bossangoa. Au cours de cette rencontre, il avait été décidé qui attaquerait Bossangoa et qui attaquerait Bangui. Cette attaque a été planifiée pour qu'elle ait lieu le même jour que l'attaque de Bangui. Encore une fois, au cours de cette attaque et lors de ses conséquences, les anti-Balaka se sont concentrés sur le ciblage de la population musulmane de Bossangoa. Florent Kema a affirmé au panel d'experts des Nations Unies que, en plus de se débarrasser des Séléka, l'objectif principal de son groupe était de pourchasser tous les musulmans pour leur faire quitter la province d'Ouam, où se trouve Bossangoa. Les crimes contre les musulmans démontrent que ce message simplet a été perçu par les éléments Balaka au cours de l'attaque. Madame, Messieurs les juges, je vais maintenant passer à l'accusation de meurtre. Les éléments de preuve prouveront qu'au moins 18 civils musulmans ont été tués par les anti-Balaka. Ces civils ne participaient pas activement aux hostilités, ils ne portaient pas d'armes. Je renvoie la Chambre au témoignage de P2200. L'accusation a des éléments de preuve directs du meurtre de témoins, des meurtres par des témoins oculaires ainsi que par des témoins qui ont vu le corps des personnes tuées. Comme l'ont affirmé P2462, P2657 et P2453, les victimes identifiées ne participaient pas aux hostilités lorsqu'elles ont été tuées. Les auteurs étaient des éléments anti-Balaka. Ceci est également fondé sur leur description. Vous voyez maintenant à l'écran, Madame, Messieurs les juges, une image de ces victimes dans un bâtiment qu'on appelait Maison de Kolingba, qui était proche de l'endroit où les corps seraient enterrés. Une de ces victimes était Khadija Djaro. Elle faisait partie d'un groupe de civils musulmans qui étaient restés dans le quartier de Boro, à Bossangoa, et n'avaient pas réussi à s'enfuir. Khadija Djaro a été tuée par balle et son pied a été déchiré.
D'autres corps ont été découverts avec le sien. Pour d'autres détails, je renvoie à la Chambre à la référence suivante, KROTP 2088 2173, à la page 2189, paragraphe 81 à 90, ainsi que KROTP 2111 0415, paragraphe 67. Les témoignages concernant ces témoins sont fondés sur des images sur des photographies, comme par exemple KROTP 2085 39 82. Madame, Messieurs les juges, au cours de cette attaque, par le groupe anti-Balaka sur Bosangoa, au moins 2 jeunes musulmanes ont été violées par des anti-Balaka, à savoir P2462 et P2657. Ces 2 femmes ont fait un récit de ce viol que vous trouverez sur la liste des éléments de preuve. Ces 2 femmes étaient identifiables en tant que musulmanes à cause de leurs vêtements. Ces 2 femmes ont beaucoup souffert et souffrent encore des conséquences de ce viol. Je vais maintenant passer aux chefs 14 et 15, attaque contre des bâtiments dédiés à la religion et destruction de la propriété des adversaires. Sur base des récits de plusieurs témoins, tels que P2200, P2049, P2133, P2453 et P2462, on est fondé à croire que des centaines de bâtiments, essentiellement de nature résidentielle, ont été détruits par les éléments anti-Balaka pendant l'attaque ou à la suite de celle-ci. L'accusation se fonde sur des images satellites d'UNOSAT, KROTP 20 79 06 71, visibles à l'écran. D'après l'analyse d'UNOSAT, 1234 maisons de nature essentiellement résidentielle et situées dans des quartiers musulmans tels que Boro ont été détruites. Dans ses témoignages, dans l'affaire Yekatom Ngasona, le témoin P2193 a fait un commentaire sur une photo qui a été fournie par P1577 et qui représente une structure détruite. Et il a affirmé que ce qu'il avait vu, ce type de description, correspondait à ce qu'il pouvait voir sur l'image satellite. Je vous renvoie au KROTP 00001083 ou pages 26 et 27. Madame, Messieurs les juges, pour la vidéo suivante, je voudrais avoir un bref huis clos partiel, car cela permettrait d'identifier les personnes et ceci a déjà été montré au cours du procès Yekatom Ngasona. Le juge président, huis clos partiel, je vous prie, monsieur le greffier d'audience.
We're back in open session. Greffier d'audience, nous sommes de nouveau en audience publique. Monsieur le Président poursuivit. Je vous prie. Madame von Braun. Les preuves démontrent que la mosquée centrale de Bossangoa a été réduite en ruine par des éléments anti-Balaka à la suite de l'attaque. Les témoins P2200, P2453 et P2462 donnent des preuves concernant la période au cours de laquelle la mosquée a été détruite le 9 décembre 2013 par les anti-Balaka. Madame, Messieurs les juges, après cette attaque et au cours de celle-ci, avec l'aide de civils, les éléments anti-Balaka ont pillé les maisons et les magasins musulmans avec pour intention de saisir les biens à des fins personnelles ou privées. Ces biens ont été appropriés sans véritable consentement ou sans consentement valable. Je renvoie la Chambre aux éléments cités dans l'annexe du document de confirmation des charges pour ce chef-ci et plus particulièrement les descriptions de P2049 et P2453. De plus, sans justification autorisée par le droit international et par le biais d'une expulsion ou autre acte coercitif, les anti-Balaka ont obligé les civils musulmans de Bossangoa de tout âge, y compris les enfants et les personnes âgées, à quitter leur maison et communauté alors qu'ils y étaient présents de façon tout à fait licite. Ceci se retrouve dans les chefs 17 à 18. Ces civils ont cherché refuge à l'école de la Liberté. L'accusation a recueilli des images satellites analysées par une OSAT qui montrent l'apparition subite de tentes, d'abris sous tente à l'école à ce moment-là. Si vous comparez cette image prise le 4 décembre 2013 à l'écran et à l'image prise le 12 décembre 2013, on voit très clairement qu'il y a des abris qui ont été installés. Une fois encore, le fait qu'il y ait ce déplacement de personnes est tout à fait clair. Les musulmans s'y sont enfuis parce que les anti-Balaka avaient attaqué leur quartier et détruit leurs biens et propriétés et qu'ils craignaient pour leur vie. Les conditions dans le périmètre de l'école était épouvantable. Les réfugiés devaient être protégés par des soldats. Vous pouvez voir ces conditions dans un extrait de cette vidéo qui a été diffusée le 17 décembre 2013 en anglais. Quelques 7000 musulmans déplacés vivent ici, dans un camp installé sur le site d'une école. Ils ont des armes. Moi, j'ai vu tout ça. Ils sont venus de l'église, ils ont tout cassé, volé. Le P0966 déclare que les anti-Balaka avaient nettoyé les maisons des musulmans de Bossangoa pour que les chrétiens puissent reprendre leur vie. Ils affirment qu'ils ont mis les femmes et les enfants dans le quartier Liberté de Bossangoa. Cette preuve qui figure dans l'annexe des CC démontre que à la fin avril 2014, pratiquement toute la population musulmane qui restait à Bossangoa avait été évacuée, essentiellement vers le Tchad, tout simplement pour qu'elle ne soit pas tuée. Les civils musulmans de tout âge ont également été privés de liberté. Les anti-Balaka les ont empêchés de s'en aller en les menaçant de mort alors qu'ils étaient confinés à l'école de la Liberté. Ils ont dû être protégés par des forces internationales. P2657 se souvient que ces forces internationales protégeaient les réfugiés et que ceux-ci avaient peur de sortir, que c'était comme une prison, affirmait le témoin. Plusieurs témoins ont également parlé d'un homme appelé Yaya Makonzi, qui avait été taillé en pièces après avoir quitté l'école.
Cet incident a renforcé le sentiment qu'il ne pouvait pas quitter l'enclave sans risquer la mort. Le comportement décrit et qui concerne Bosangoa répond également aux éléments des poursuites du chef numéro 20, en ciblant la population civile musulmane de Bosangoa de cette façon, sur base de leur affiliation réelle ou perçue, nationale, politique, religieuse ou d'origine ethnique. Les anti-Balaka ont agi avec pour but d'exécuter des persécutions. Les observations précédentes sur les chefs 10 à 11, chefs 12 et 13, 14 à 16, et 17 à 19 et 20 concernent également des attaques contre la population civile. Et comme cela a été dit précédemment, les attaques contre ces civils ont été planifiées et les civils musulmans ont été ciblés de façon intentionnelle. Mesdames, Messieurs les juges, les preuves démontrent que les éléments contextuels de crimes contre l'humanité et crimes de guerre sont réunis sur base de ce qu'affirment les témoins, sur la présentation des éléments de preuve dans la déclaration liminaire, ainsi que la présentation de ce qui a été fait contre les civils musulmans, ainsi que la présentation qui concerne les éléments incriminés. Nous considérons que ces crimes ont été commis dans le cadre d'une attaque systématique et étendue contre la population civile. C'est une attaque qui a été menée conformément à une politique anti-Balaka de cibler la population civile musulmane dans l'ouest de la RCA parce que celle-ci était considérée comme étant collectivement responsable des crimes commis par les Séléka ou étant complice ou soutenant les Séléka. Les éléments de preuve démontraient également que les crimes incriminés ont été commis dans le contexte d'un conflit armé non international et prolongé. Madame et Messieurs les juges, je vois qu'il est presque 13 heures. Je voudrais maintenant parler de la responsabilité personnelle de Monsieur Mokom, mais l'heure tourne. Le juge président, nous allons terminer un peu plus tard que 13 heures pour récupérer un peu du temps perdu. Madame von Braun, très bien. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, Monsieur Mokom a été accusé conformément à deux différents modes de responsabilité relevant des articles 25.3b et 25.3c du statut. Les éléments de preuve démontrent que à la mi-2013, des alliés clés de Bozizé, tels que Patrice Édouard Ngassona et Bernard Mokom, avaient mis sur pied une stratégie pour reprendre le pouvoir en République centrafricaine et chasser militairement les Séléka et les personnes les soutenant. Les éléments démontrent que, en appliquant cette stratégie, le groupe des anti-Balaka ont commis des crimes contre les civils musulmans, conformément à un dessein commun relevant du 25.3d, ce qui voulait dire qu'il fallait cibler des civils musulmans, y compris pour les crimes faisant l'objet des charges. Madame, Messieurs les juges, Monsieur Mokom n'était pas un simple observateur ou un fonctionnaire. Au contraire, c'était une force importante au sein des anti-Balaka, à la fois sophistiqué et bien informé. Quelqu'un qui, par le biais de ses relations familiales avec le président Bozizé et les fonctions occupées précédemment, avait participé, ou en tout cas était tout à fait conscient du conflit armé qui sévissait en RCA. Quelqu'un qui avait les bonnes relations à cause de son passé dans la police et le renseignement, ainsi que ses relations de longue durée avec Bozizé et ses proches. Quelqu'un qui était bien informé sur l'histoire et la politique de la RCA. Quelqu'un qui savait que les anti-Balaka étaient essentiellement
composé de troupes ponctuelles, troupes ad hoc, avec peu ou pas du tout d'entraînement, qui avaient rejoint le combat parce qu'ils étaient en colère et avaient de gros ressentiments. Quelqu'un qui, en tant que coordinateur des opérations anti-Balaka, était en contact constant avec des éléments de haut rang, ainsi qu'avec les troupes, et s'était tenu au courant de leurs opérations avant et après l'attaque du 5 décembre. Dans ces circonstances, comme je l'expliquerai de façon plus détaillée très bientôt, M. Mokom a dû savoir, comme toute personne raisonnable dans sa situation l'aurait su, que les attaques à grande échelle, les opérations qui ont suivi à Bosangoa et Bangui auraient pour résultat la commission d'abus, comme ceux qui font l'objet des charges, contre la population civile musulmane. L'envergure de ces crimes, leur portée temporelle et géographique, leur schéma cohérent, même modus operandi, même auteur, même victime, montrent que les auteurs anti-Balaka des crimes faisant l'objet des charges n'ont pas agi de façon indépendante les uns des autres, mais en tant que groupe de personnes qui agissaient de conserve. P0287, qui était un observateur de la situation au cœur de celle-ci, a compris que l'objectif des anti-Balaka, de façon générale, était de chasser les Séléka. Mais parce qu'ils ont établi une association entre les Séléka, les Soudanais, les Tchadiens et les étrangers, ils les regroupaient tous sous le terme d'ennemis. Dans les rangs les plus inférieurs, ont expliqué le témoin, l'ennemi perçu est devenu les musulmans en général. Les groupes que les groupes anti-Balaka ont commis les crimes est également démontré par les sentiments anti-musulmans exprimés par les éléments concernés, mais également par des personnes haut placées proches de M. Mokom. Cette petite vidéo de Bosangoa en octobre 2013 montre un anti-Balaka décrire comment les Séléka ont tué et décapité son frère. Un autre anti-Balaka explique ils ont tué des civils musulmans parce que, et je cite, ils nous font la même chose. Et vous allez voir la vidéo en français. Ils lui ont crevé les yeux, ils l'ont décapité, ils l'ont découpé, là et là. Je m'étais enfui. Quand ils ont quitté le village, je suis revenu. J'ai pris un drap, j'ai ramassé les morceaux de mon frère, je les ai déposés dans un fossé. Des jeunes rongés par un désir de vengeance sans fin, qui s'abat aussi sur les musulmans civils, jugés trop proches des anciens rebelles. Donc les musulmans, quand on les trouve dans la brousse, on les tue parce qu'ils font pareil avec nous. Dans l'extrait suivant, de CAR OTP 2065 31 88, tourné le 10 décembre 2013 dans un camp anti-Balaka dans le quartier de Boeing, vous entendrez un élément anti-Balaka montrer une arme expulsant du gaz qui explique qu'ils utilisent tout simplement pour lancer, soi-disant, du gaz pour les faire fuir les musulmans en français. Dans les maisons, pour qu'ils puissent sortir et puis étouffer. Et puis dès qu'ils sortent, on les tue. Même les petits enfants aussi, on les tue. Your Honors, Madame, Messieurs les juges, la planche suivante, c'est un extrait d'une vidéo. Il s'agit d'une entrevue enregistrée du 13 décembre 2013. Et là, vous verrez et entendrez Sylvestre Yagouzou, un porte-parole anti-Balaka. Yagouzou a également participé à l'attaque du 5 décembre. C'était un proche de M. Mokom. Et on peut démontrer qu'il est devenu son adjoint lorsque la coordination nationale a été fondée.
Voici maintenant ce qu'il a à dire dans la vidéo, en français. Nous, les anti-Balaka, c'est moi le porte-parole. Je dis ceci. Je demande à ce fameux président qui se dit Dotoja, il démissionne. Il démissionne. Je lui donne 24 heures. 24 heures, je dis bien 24 heures qu'il démissionne. Pour sauver, s'il est conscient, s'il démissionne, ça veut dire qu'il a sauvé les centrafricaines musulmanes. Mais s'il, au cas contraire, s'il ne démissionne pas, nous on va faire le massacre. Ça c'est clair. These excerpts show Ces extraits montrent que le groupe des anti-Balaka partageait le dessein commun de cibler des civils musulmans. Un objectif qui était enraciné dans la vengeance et la haine et qui a engendré des atrocités horribles perpétrées par les Séléka contre les civils non musulmans essentiellement, mais pas uniquement, mais ce n'est pas une défense en droit. Expliquer la rationalisation, pour expliquer la rationalisation de leur propre conduite. Si vous me donnez un tout petit peu plus de temps, je vais aborder donc la contribution de M. Mokom maintenant, si vous le permettez. Oui, 5 minutes, le juge président, 5 minutes. Madame, Messieurs les juges, Monsieur Mokom, sur la base des éléments de preuve devant vous, a contribué de 4 façons différentes au moins aux crimes qui sont reprochés. Tout d'abord, en aidant à organiser et à structurer les anti-Balaka depuis les premiers jours, notamment en étant et en soutenant le groupe Gobéré et par la suite dans son rôle en tant que coordinateur officiel à Bangui. Deuxièmement, en fournissant un soutien matériel, notamment des munitions. Troisièmement, en aidant à coordonner le mouvement des combattants et dans l'élaboration des plans d'attaque en tant que tels. Quatrièmement, en fournissant des conseils, des instructions, un soutien moral et des encouragements aux combattants anti-Balaka sur le terrain avant et après les attaques qui se reprochaient et lors de ces attaques. Étant donné que ces contributions se chevauchent factuellement, je vais les aborder ensemble, mais de manière chronologique, en faisant la distinction entre 2 périodes. Tout d'abord, je vais aborder la période pendant laquelle M. Mokom était toujours en exil à Zongo. Et deuxièmement, je parlerai de la période en mettant l'accent particulièrement sur la période après laquelle il était revenu à Bangui. Parlons tout d'abord de la contribution de M. Mokom alors qu'il résidait encore à Zongo, notamment sa contribution à l'attaque du 5 décembre contre Bangui et Bossangoa. Les contributions de M. Mokom au développement des anti-Balaka, de manière générale, sont importantes parce qu'elles améliorent la capacité des anti-Balaka en tant que force combattante et rendre plus possible encore la concrétisation des crimes qui sont reprochés. L'accusation peut se baser sur au moins 12 personnes de l'intérieur qui démontrent que M. Mokom était une personne d'influence au sein du groupe et qu'il était l'élément de liaison avec les personnalités anti-Balaka, ceux sur le terrain en RCA et les personnalités en exil ou les hauts dirigeants en exil au Cameroun, en RDC et dans d'autres lieux. Il discutait avec eux, élaborait des stratégies avec eux et soutenait le mouvement dans son ensemble depuis Zongo. Les témoins auxquels j'ai fait référence, notamment P0446, P0884, P0889, P0966, P1172, P1339, P1521,
P1719, P1847, P2232, P2269 et P2328. Un grand nombre de ces personnes de l'intérieur ont également raconté que M. Mokom aidait à fournir des munitions et des armes aux anti-Balaka avant les attaques du 5 décembre. Et pour aborder cela, je vais demander une audience à huis clos partiel, mais peut-être pouvons-nous faire cela après la pause. Le juge président, oui, nous pouvons faire la pause maintenant. Vous avez déjà utilisé 1 heure. Et avant d'interrompre l'audience, de suspendre l'audience, vous allez devoir nous donner les ERN des éléments de preuve auxquels vous avez fait référence un petit peu plus tôt. Vous pourrez le faire, s'il vous plaît, au début de la prochaine session. Et à partir de là, je vous demanderai de nous donner les codes ERN chaque fois que vous présenterez un élément de preuve pour le procès-verbal d'audience. Donc, nous allons maintenant suspendre l'audience pendant 90 minutes et nous reprendrons à 14h35. Merci beaucoup.